Vous étiez en train d'évoquer donc la Guinée-Bissau. On parlait du candidat Pierre dénonce le bourrage des urnes et nous accueillons sur le plateau Dimas Dikodo du Forum de la Semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir Ambroise et Chris. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. Alors Ambroise, vous pensiez qu'il est en train de se faire biberonner un peu par ses pairs? Oui, il est en train il risque même de vendre, de se vendre. De vendre son âme. Pas forcément l'âme. L'âme est un élément très cher pour le corps et l'esprit. C'est une expression. Il est en train il risque même de céder une partie de la souveraineté de la Guinée-Bissau à certains pairs de la sous-région qui veulent détenir le pôle régional en matière géopolitique. Je prends le cas de la Guinée, du Sénégal, qui déjà a époumoné, si vous permettez le terme, le président gambien Yaya Barrow, qui s'est déjà accommoté face à celui qui a été évincé. Et maintenant, c'est la Guinée-Bissau. Et peut-être qui encore, on ne sait pas. Donc, c'est dire que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est un pays qui sort du biberon. Il faut le tenir un peu pour qu'il puisse marcher à mieux avant de le laisser aller. Mais quand un président élu, certes, doit s'attacher à une légitimité extérieure, mais c'est la légitimité interne d'abord. Quand on s'accroche plus à la légalité et à la légitimité interne, on a plus de pouvoir vis-à-vis du peuple. Sauf que la Guinée-Bissau a été un cas où la communauté internationale s'est trop ingérée, c'est-à-dire la CEDEAO. Bon, avec tout ce que nous connaissons. Oui, il le fallait, mais la CEDEAO a aussi joué un mauvais rôle dans ce pays. Il faut arriver à la CEDEAO a joué. Le résultat, là, on ne peut pas accuser la CEDEAO. Ce n'est pas forcément avec les armes qu'on peut ramener les gens. Il y a aussi la diplomatie. Les armes, c'est une bonne chose, mais s'ingérer dans les affaires intérieures, dans les affaires d'un État souverain, il faut avoir du tact diplomatique pour pouvoir le faire. Il faut menacer les gens par les armes, comme quoi on veut évoquer cette mini-tournée entamée par celui qui sera le nouveau président. Il faut attendre que la Cour suprême confirme. Il est reçu par Macky Sall, il est reçu par Denis Sassou Nguesso, il est reçu au Nigeria. C'est la consécration diplomatique. La consécration diplomatique et donc les jeux sont faits. Et quand tu es agréé dans cette société-là, je pense que tout se dit, quoi. Et tout est fait. Et donc, je pense que c'est la sous-région qui a permis à ce pays de sauver la paix, de se remettre sur les rails. Et donc, c'est tout à fait normal. Je ne pense pas que c'est une question de menacer par les armes et tout ça. À des moments donnés, il faut entretenir la paix avec les armes. Il faut entourer la paix avec les armes. Et quand on parle d'un pays comme la Guinée-Bissau, qui n'est pas un pays normal, entre griffes, parce que si je parle de normal, c'est-à-dire que c'est un pays dominé non pas par les politiciens, mais par les narcotrafiquants. Et donc, vous voyez les implications sur le plan international. Et donc, si on ne fait pas tout cela, vous allez voir que c'est hors la loi qui vont faire valoir leur loi là-bas. Et donc, il faut que ça soit ainsi. Il faut une forte implication de la communauté internationale. Et moi, je suis très content qu'on laisse la responsabilité à la CEDEAO, au regroupement sous-régional, de pouvoir démontrer sa capacité. Et vous savez, les armes font partie intégrante de la diplomatie. Les discussions, oui, mais les armes font partie intégrante de la diplomatie. Quand nous voyons les contingents des Nations Unies, c'est dans la diplomatie. Tout se négocie dans la diplomatie et on veut entretenir, encadrer, protéger surtout la paix. Et donc la paix obtenue par la diplomatie. Et donc, qu'est-ce qui peut le faire si ce n'est pas les armes? Et donc, les armes, ce n'est pas 100% écarté quand on sait que des gens sont prêts. L'homme n'est pas naturellement sage. L'homme n'est pas naturellement sage, il faut le gendarme. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la peur du gendarme, voilà, c'est ça. Chris, en même temps, dans cette minute tournée, il a pris soin d'éviter d'aller en Guinée-Conakry parce qu'il dit que le président guinéen aurait tout fait pour qu'il ne soit pas président. Dans ses propos, il y a même des relents un peu ethniques, puisque lui, le nouveau président, est Peul.
et que Alpha Condé aurait tout fait pour qu'il ne devienne pas président. Ça part sur un mauvais pied quand c'est comme ça? Oui, mais il reste à savoir que est-ce que Condé sera éternellement au pouvoir pour que le départ sur ce mauvais pied-là se maintienne? Parce que vous savez, c'est vrai, c'est ce que lui déclare, mais vous savez, il y a toujours des préférences. Lorsque un chef d'État est au pouvoir et qu'il y a les élections lui à côté, ce pays-là, il y a toujours des inclinaisons pour telle ou telle personnalité. Bon, même maintenant. Mais il y a aussi une deuxième raison pour laquelle il ne va pas aller voir Condé, parce que vous savez que ce pays-là est je ne dirais pas à feu à sang en ce moment, mais vous savez que le président Condé est en froid avec ses adversaires politiques, et vous savez très bien ce qui se passe là-bas. S'il y allait, c'est comme s'il apportait de l'eau au moulin du président sortant. C'est comme s'il est en train d'arbitrer parce qu'il est dans une passe difficile avec les opposants. Si tu ne sais pas faire le déplacement dans ce contexte-là, c'est comme si tu apportes ton soutien à tel ou à tel. Or, tu ne sais pas très bien. C'est le nouveau qui risque de donner de légitimité à Condé. C'est ce que je dis. Voilà. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que s'il est allé, parce qu'on va se dire pourquoi il y va. C'est parce que deux camps se querellent. Lorsque dans ce contexte précis, tu rends visite à quelqu'un, tu ne fais pas la même chose pour l'autre. C'est comme tu n'es pas équidistant entre les deux protagonistes. Donc je crois qu'il y a cette raison-là qui voudrait qu'il se garde de visiter ce pays-là maintenant, parce que nous sommes en période électorale. Il vaudrait mieux se garder d'apporter de l'eau à telle ou à telle chapelle. Il a le temps, il a tout le temps de voir venir, de voir la situation s'éclaircir en Guinée. Clairement que Alpha Condé ne l'aime pas. Oui, bien entendu, ça c'est ce qui s'était passé avant. Et j'ai dit, oui, voilà, et sur un plan personnel, c'est ça. Mais j'ai dit, il y a peut-être une autre raison qui, en principe, qui l'obligerait, quand bien même il n'est pas quand bien même il serait en bon terme avec le président Condé. En principe, s'il veut être sage, il peut se garder de rendre visite. Il va évoquer le fait que Condé, quoi qu'il en soit, incarne la continuité de l'État. Et que s'il rendait visite à Alpha Condé, ce n'est pas à la personne d'Alpha Condé, mais c'est au président. Non, c'est vrai, ce qu'il dirait cela, mais c'est aussi la perception que les autres auront de ce déplacement-là, tout simplement. Parce que tu ne vas pas obliger les gens, tu ne vas pas obliger les gens à se ranger sur ta position, mais et je crois que dans des situations aussi troubles que celles que les Guinéens sont en train de vivre, la diplomatie ou bien la sagesse voudrait qu'on se place au moins dans une posture qui permette de ramener la paix entre les protagonistes. C'est ce que moi je pense. La question ethnique aussi n'est pas négligée dans cette pays. C'est ce que lui-même il a évoqué d'ailleurs, les Peuls contre les autres, les Malinqués, etc. Les Peuls qui ont le commerce, et on ne voudrait pas leur ajouter le pouvoir d'État. Avec l'assassinat de... Non, pas Cabral. Diallo Telly. Depuis le temps, là, avec l'assassinat de Diallo Telly. Il y avait déjà cette histoire de complot. Oui, contre complot Peul. Donc c'est une vieille... Et c'était même dit, Sékou Touré avait même appelé contre les Peuls. Enfin, il faut... C'est l'histoire. Il avait dit que les Peuls sont une menace pour la Guinée. Dernière question sur le sujet. Vous pensez qu'avec ce scrutin plus ou moins réussi, la Guinée-Bissau vient de sortir de l'ornière? Plus ou moins dire tout de suite que la Guinée-Bissau vient de sortir de l'ornière. Je l'avais dit entre-temps que c'est un pays narco, avant que Dimanche ne vienne, qu'il l'a confirmé d'ailleurs. Je l'ai dit qu'un pays qui ressemble pratiquement au Liban n'est pas aussi sorti de l'ornière. On attend de voir les pas du nouveau président, s'il est confirmé et investi, de voir quelle forme de diplomatie il va mener vis-à-vis d'abord des pays de la sous-région et de l'Occident, parce que je parle bien de l'Occident, et au-delà de l'Orient. Parce que c'est les pôles là qui gouvernent le monde. Quand on parle de l'Occident, c'est la France, les États-Unis, l'Angleterre et autres. Maintenant, l'Orient, il ne faut pas oublier la Chine et la Russie. Les gens vont
et bientôt la Turquie. Les gens, ils vont ruer pour aller là. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est le fait de prendre les armes. Je ne parle pas des armes conventionnelles, de s'armer contre la drogue. Parce que un pays comme la Guinée-Bissau est pratiquement, peut rapidement se transformer en une province de la Colombie, où des jets. Des jets, oui. Ne l'est pas déjà. Non, il était, quand ces généraux avaient été tués, tous ceux qui étaient au pouvoir là. C'est-à-dire que ils étaient souillés jusqu'au cou. Les généraux, même le président même, était impliqué dans le trafic de drogue. Ils avaient été tous éliminés par comment vous l'appelez, l'expertise des États-Unis. Parce que DEA américaine. C'est eux qui sont passés par là. On les a tous ciblés et ça n'est passé comme ça. Maintenant, pour éviter un coup d'État, je suis d'accord que la CEDEAO veille au grain. Mais au même moment, il va falloir que le président ait lui-même de la couille. Comment dire, c'est une couille. La couille. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que le président s'asseye rigoureusement. C'est-à-dire qu'il faut installer un État fort. Parce que ce qui a été problème en Guinée, c'est que l'État était déliquescent. L'État n'avait plus ses prérogatives. Et l'État fort, pour que l'État soit réellement fort, il faut des institutions fortes. Oui, absolument, c'est de ça qu'on parle. Sur le sujet, Alpha Condé, lui, il a démenti quand même toute préférence pour l'un ou l'autre parti. Il a estimé que pour que la Guinée soit véritablement un État fort, il faut faire une réforme de l'armée et une réforme de la Constitution, parce que l'actuelle Constitution est conflictogène. Il n'est pas très bien placé. Notre sujet, c'est la Gambie. On va parler du président Adama Barrow. Le président Gambie Adama Barrow a lancé mardi son propre parti politique, posant un geste qu'il a franchi un peu plus de la coalition qu'il avait portée au pouvoir il y a 3 ans dans la présidentielle dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État a formellement enregistré sa nouvelle formation politique, la National People's Party, NPP, dont il est le dirigeant auprès de la Commission électorale indépendante. C'est le porte-parole de la CEI qui l'a indiqué. L'annonce intervient alors que les relations entre M. Barrow et son ancien parti se sont tendues ces 2 dernières semaines. Des militants de la coalition qu'il a portée au pouvoir sont descendus dans les rues pour demander sa démission après 3 ans d'exercice du pouvoir comme il s'y était engagé. Dimas, Adama Barrow s'affranchit aussi de ce parti qui veut le contraindre quand même, il faut le dire, à respecter une promesse qu'il avait faite. Je ne ferai que 3 ans et puis j'organiserai des élections. Et c'est là où c'est un peu suspect et un peu dangereux pour l'avenir. Quand on arrive à ce niveau, il faut savoir qu'on était porté par un parti politique dont on doit respecter les principes, les engagements, les valeurs qui constituent les fondements de ce parti. Mais quand à un moment donné, on pense que c'est plutôt un poids, ces principes que revendique ce parti devient plutôt un poids et qu'on veut s'affranchir pour se donner un parti politique à relent populiste, je pense que c'est l'histoire du pays qu'on veut écrire autrement et le lendemain n'est pas très serein. Quand on sait que les principes que défendent les dirigeants de l'ancien parti, c'est des principes qui confortent la démocratie en Gambie. Mais si lui, il pense que ça devient plutôt un poids pour lui et veut s'affranchir de ces principes pour créer notre parti, alors on est en droit de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que ce qui le pousse actuellement à créer ce parti, ce n'est pas qu'on veut le forcer à faire ce qui est contraire aux principes du parti, aux valeurs du parti, mais il veut plutôt s'affranchir pour faire sa propre volonté. Et il crée un parti qui un tout petit peu veut rappeler les pères de l'indépendance de ce continent avec la Convention People's Party de Kwame Nkrumah et des autres. Maintenant, lui, il le fait
en mettant un tout petit peu d'escroquerie intellectuelle. On verra ce que ça va donner par la suite. Chris, en même temps, quand son parti lui dit qu'il faut qu'il respecte la promesse qu'il avait faite de ne faire que 3 ans, elle n'a aucun moyen légal pour l'obliger à respecter. Il est élu pour 5 ans normalement. Vous savez, la politique, c'est aussi les jeux de dupes comme les jeux de dupes comme celui-là. Vous savez, dans le cas d'espèce, on dirait que ces signatures-là n'engagent que ceux qui y croient. Ceux qui y croient, parce que quand il partait, il y a dans ce sens-là, il y a 3 ans. Enfin, on pouvait déjà le penser qu'il était bien parti pour ne pas respecter cette promesse-là. Parce que l'exercice du pouvoir même vous rend vous donne des personnalités ou une personnalité que vous n'avez pas au début, ou bien que vous ne soupçonnez pas d'avoir au finish, parce qu'il y a la réalité du pouvoir qui parfois vous contraint à vous donner une autre orientation que celle-là que vous avez lorsque vous ne jouissez pas de ce pouvoir-là. Je crois que ceux qui l'avaient porté au pouvoir n'étaient pas tout simplement malins et pouvaient se dire quand même que cela n'a aucune base légale et qu'il n'avait pas de contrainte, une force de coercition pour le maintenir dans cet accord-là. Et je crois que c'est ce qui est arrivé. Maintenant, il veut s'affranchir des tutelles de ses amis d'hier parce qu'il craint justement d'avoir des tirs amis. Parce que vous savez, les tirs amis, généralement, sont imparables. Des gens qui, à côté de toi, lorsqu'ils dégainent, tu ne le vois pas venir le coup. Donc, il veut élaguer tous ces gens-là qui c'était tellement proche. Et puis, quand ça vient de ceux-là que tu ne peux pas soupçonner, alors lorsqu'on veut gouverner libre, on se dit, vous le savez très bien, ceci arrive généralement dans des régimes de coup d'État. Quelques années plus tard, les amis qui se sont mis ensemble pour renverser tel ou tel, et généralement, tel président, et c'est du grabuge entre eux, et vous savez très bien comment. Et ça, il faut que l'histoire nous instruise. Et j'ai l'impression que les amis de Barrow, il y a 3 ans, n'avaient pas eu une lecture objective du pouvoir. Je dois dire tout simplement qu'ils n'avaient pas un bagage politique qui leur permet de se mettre à l'abri des surprises comme ça. Et c'est tant pis pour eux maintenant. L'histoire se poursuit, ils vont écrire une nouvelle page. Voilà le président qui crée son parti. Il veut être le maître de son destin. Il veut être le maître de son pouvoir. Et je présume ici qu'il est parti pour avoir 2 ou 3 mandats. Mais je n'en sais rien. Il va avoir ce mandat, va finir ce mandat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va encore se représenter pour un 2e mandat. Maintenant, il a pris gros pouvoir. Je ne sais pas maintenant ce qui est de son programme, ce qui en est des réalisations qu'il a faites, mais en tout cas, il est en train de s'installer tout simplement. Est-ce que vous pensez que, parce qu'il faut le rappeler, Adama Barrow a été porté au pouvoir par une coalition de 3 partis, dont le parti dont il est ici, l'UDP, le Parti démocratique uni. Aujourd'hui, créer sa propre formation politique, est-ce qu'il a déjà suffisamment d'assises pour espérer reconquérir le pouvoir? Oui, ça c'est une très bonne question. Est-ce qu'il a une assise? Je ne crois pas, surtout qu'il est en train lui-même de sortir du jeu légitimiste dans lequel il est assis, et dans un contexte où d'éventuelles fraudes pouvaient devenir le baromètre de la transparence des élections. Dans un pays comme la Gambie, il y a péril en la demeure. Et quand on parle des élections, tenez-vous bien qu'en politique, le respect de la promesse donnée aussi doit résonner en politique. Dans un pays où les institutions sont fortes et que les élections sont souvent équitables et transparentes, comme en Occident. Si on suppose que dans ce pays, les élections seront transparentes, ce revirement spectaculaire à 180 degrés ou à 360 degrés de la gauche vers la droite de Adama Barrow risque de le payer cher au cours de la prochaine élection. Ça, c'est un. De 2, créer son propre parti, il est libre de créer son parti. Mais en respectant ce qu'il aurait dit à ses compères. C'est vrai qu'en politique, c'est les pots de banane, c'est les aiguilles de tailleur qui sont largués partout. Mais je dis, pour légitimer l'élection dans une transparence, ce pas-là risque de le plomber. Ce que Christ dit n'est pas faux. Il est parti, il a pris le goût du pouvoir, il est rentré dans le vrai lait et le miel. C'est-à-dire,
le fait même d'avoir dit qu'il ne fera plus 3 ans, il va finir son mandat, alors que c'est lui-même qui l'avait présumé, là je crains que ce petit président devienne un dictateur. Parce que devenir dictateur, c'est rien du tout. C'est de prendre goût du pouvoir et de vouloir écarter ses adversaires et de rentrer dans le champ de Yahya Jammeh, c'est-à-dire rentrer dans les bottes de Yahya Jammeh, et que finalement on ne sait pourquoi il est venu lutter contre la dictature. Donc, il a fait un bon développement, mais je tire ce qui est de la négation. Quand il veut foncer vers... Il va droit dans le mur. Et en allant droit dans le mur, il risque d'embraser le pays, parce que les gens l'ont porté sur les fondements de la démocratie, de l'état de droit. On ne l'a pas largué là-bas pour conforter la dictature. Non. Et c'est là où il va rencontrer le mur, et il sera de quoi chauffe le peuple dans bien. Mais dis-moi, en même temps, ça pose cette question de ces genres de promesses qu'on fait prendre à des candidats qui sont soutenus par des coalitions. Bon, quand tu y vas, tu ne feras qu'un seul mandat, tu ne feras que 3 ans. Laissons la personne gouverner. En principe, en politique, les promesses politiques ne sont pas des statuts, des contrats juridiques, des statuts à respecter pour diriger le pays, mais c'est des engagements moraux. Et la sanction doit venir des peuples. Ça se fait en principe, le jugement de ces actions se fait en principe au travers des urnes. Mais malheureusement, la non-transparence des élections en Afrique fait que il n'y a pas de sanction visible et directe contre le non-respect des promesses politiques. Parce que les gens pensent que, bon, je peux le dire, pourvu qu'on me porte au pouvoir, je peux aller, je peux faire tout ce qui me passe par la tête. Mais en réalité, ce n'est pas bien. Mais je pense que on ne peut vivre ces choses qu'en ce moment. Quand la démocratie va grandir en Afrique aussi, on essaiera d'opposer les promesses des acteurs politiques au moment venu, leur opposer cela pour pouvoir essayer d'écarter les ivraies de bonnes graines. Et donc je pense que faut pas que les gens pensent que l'éthique en politique c'est rien du tout. Nous en tout cas les leaders d'opinion, nous devons mettre l'accent dessus de façon à ce que les paroles données soient respectées. Je pense que c'est le rôle que nous devons jouer. C'est pour ça que nous sommes consacrés. C'est pour ça que le législateur a pensé que la presse peut apporter un plus à la démocratie. Et donc, il faudrait que les gens mettent de l'éthique aussi au centre de la politique. Quand bien même on dit, bon, ce n'est pas de la politique, et en politique on peut tout faire. Non, il faudrait qu'on leur rappelle cela, qu'un homme, un vrai, pour avoir plus de valeur, doit respecter la parole. Oui, mais en même temps, Chris, il faudra aussi peut-être qu'on fasse faire aux gens des promesses réalistes. Absolument, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord avec toi, parce que c'est justement ce que. Maintenant, laisse-moi terminer. Parce que je dis, c'est exactement la réaction que je voudrais opposer à ce que tu penses. Oui, parce qu'il a dit aussi en mettant l'accent sur l'éthique, d'accord, mais c'est quand même un peu. C'est comme la foire aux gitans. C'est comme quand quelqu'un vous dit que je viens seulement pour 3 ans. C'est un peu comme ce contrat un peu ubuesque. On ne peut pas se laisser un vrai politique ne peut pas se laisser prendre à ce jeu. Je crois que tu l'as dit au début, de laisser les gens gouverner. Au moins un mandat. C'est les politiciens qui prennent. Les politiciens peut-être ils prennent acte, mais c'est que ça trompe l'opinion. Ça trompe le peuple et c'est eux qui vont voter. Non, c'est-à-dire que les politiciens peut-être savent que ce qu'ils disent ce n'est pas vrai. Mais bon, on ne peut que le prendre au mot. Pourquoi c'est comme si nous sommes dans une
épicerie, je prends tel pour 2 sous, ben après toi tu en prends pour 1 sou, etc. Ben, le pouvoir, ça se gère pas comme ça. Nous ne sommes pas dans une épicerie. On n'est pas obligé de faire des déclarations. Non, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque quelqu'un parle comme ça, il faut que ceux qui sont en face de lui lui rappellent que nous ne pouvons nous laisser pas prendre à ce jeu. Que peut-être que si c'est... Non, prends le mot, justement, c'est ce qui est problème. Généralement, on dit en Afrique que les animaux, on les lie avec des cordes, mais les hommes, on les lie avec la parole. Mais seulement, personne n'y croit. Ça, c'est des adèles auxquels personne n'y croit. On se rend compte que, en tout cas, la politique telle que le blanc l'a appris, il n'y a pas d'éthique au cœur de cette politique-là. Il faut que les gens soient réalistes et pour dire, c'est pour cela que je suis un peu d'accord avec toi, parce que les gens ont vite fait d'oublier les déclarations qu'ils ont faites hier, comme quoi ils allaient respecter tel accord, ils vont respecter telle disposition de la Constitution, etc. Mais en définitive, je me dis que il est trop tôt quand même pour accuser l'Afrique de tout en ce qui concerne la façon dont la démocratie y est menée, parce que nous sommes en apprentissage tout simplement. Très rapidement, Ambroise, est-ce que tout ceci ne ressemble pas quand quelqu'un veut... Il y a eu Yahya Jammeh qui a fait 22 ans. Vous dites à l'autre, va faire seulement 3 ans. Genre, on ne lui a pas dit là. Un bon politique, on ne lui a pas dit. 3 ans, tu nous prépares la route pour que nous, les bons, nous venions. Non, il a été un néophyte maladroit. C'est-à-dire... Est-ce qu'il était vraiment néophyte? Il aurait... Le président. Il est rentré dans le feu du départ de Yahya Jammeh pour se faire une certaine popularité. Je suis là, je vais faire 3 ans et partir. Talon a dit la même chose. C'est comme il disait qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir, mais pour redresser la situation. Il était très calculateur, hein. Ça, il faut le dire, il était très futé. Il s'est rendu compte que d'abord le pouvoir a un goût, et ensuite, les 3 ans ne suffit pas pour redresser ce dont tu parles. Oui. C'est pas réaliste. Il a intérêt, comme Dimas l'a dit, il faut mettre l'éthique. À un moment donné, il faut arrêter tout ça. C'est ce qui est souhaitable. Oui, je vais aller, laisse-moi aller. Il faut à un moment donné mettre l'éthique dans le jeu politique. Parce que quand vous allez aux États-Unis, c'est ce qui marche. Hein. Vous croyez vous touchez à une femme, vous touchez à de l'argent. Oui, d'accord. Mais vous